Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous dire que je suis ravi d'accueillir deux invités de marque avec nous. Tout d'abord, Cédric Meston, que Bold a eu la chance d'accompagner durant son parcours entrepreneurial et qui aujourd'hui est CEO du groupe Revive, de Tupperware France et également dirigeant de France Reprise. Et Cédric nous partagera ce soir son aventure incroyable de repreneur qui fait l'objet, mais je pense que tu en parleras peut-être d'un livre qui va rapidement sortir. Il n'en parlera pas. Je sais pas si tu veux en parler. Oui, je t'en parle. Également ce soir, Stéphane Marchand qui nous fait le plaisir d'être présent parmi nous. Stéphane est un grand journaliste, un écrivain également, et directeur de la rédaction de Pour l'Écho, qui est le très très beau jeune titre des Échos. Et Stéphane modérera notre événement de ce soir. Quand on prend en considération l'intensité et la complexité d'un parcours entrepreneurial tel celui de Cédric, on comprend pourquoi nous avons créé Bold. Pendant très très longtemps, faire appel à des avocats a été une grande source de stress pour des dirigeants, en tous les cas pour des entrepreneurs. La facture au temps passé, les devis opaques, les hésitations avant de décrocher son téléphone pour poser la moindre question à son avocat, l'indisponibilité absolue de son avocat. S'il n'est pas disponible, c'est qu'il fait rien, donc c'est pas terrible. Cet arbitrage, ce compromis quotidien que les gens doivent faire que les entrepreneurs doivent faire entre leur sécurité et leur budget ne devrait pas exister, car en fait, ce compromis freine le développement des entrepreneurs. Chez Bold, on a décidé de changer radicalement de modèle. Nous ne sommes pas des avocats qui se contentent de produire des contrats ou des bilans, parce que Bold a aussi développé un département expertise comptable et DAF. Notre mission profonde chez Bold est d'apporter la sérénité à nos clients. Et pour ce faire, on a développé un modèle unique d'abonnement illimité à coût fixe. Fini les compteurs qui tournent, fini l'indisponibilité des avocats. Bold est présent au quotidien auprès de ses clients. Parallèlement, Bold a développé également, et depuis un bon moment, une grande pratique en private equity et en M&A, et c'est ce qui nous amène à la discussion de ce soir. Et donc, je dois vous dire que je suis ravi de m'installer à vos côtés pour essayer de participer avec vous à cet event. Merci Serge. Bonsoir à toutes. Bonsoir à toutes et à tous. Donc on va se parler à trois un petit peu en petit club pendant 3 quarts d'heure et ensuite évidemment c'est vous qui allez mener la danse ensuite. On attend avec impatience vos questions, surtout les questions pour eux deux. Moi je ne suis pas un spécialiste des entreprises. On se fait pour principe pas plus de 5 minutes par réponse. Et si on dépasse, j'essaierai de vous montrer qu'il faut ralentir. Bon, on va commencer par un truc tout simple. Cédric, en 2025, tu as racheté Tupperware France. Donc, c'est l'emblème de la vente à domicile, qui s'était déclarée en faillite en septembre 2024. Et c'était une boîte qui allait pas bien, très fragile, fragilisée par la concurrence à bas prix, fragilisée par l'essor de la livraison de repas, et puis victime également de la volonté des consommateurs de ne pas toucher au plastique, de ne pas accumuler du plastique. Donc c'était plein de choses négatives accrochées à cette marque célèbre, presque au crime écologique. Alors pourquoi on rachète une entreprise comme ça?
Bonjour à tous. Pour me présenter rapidement, donc Cédric Moston, entrepreneur. J'ai commencé en conseiller en stratégie. J'ai ensuite cofondé Apilor, que j'ai quitté il y a 2 ans pour me dédier à la reprise, enfin 1 an et demi pour me dédier à la reprise d'entreprise en difficulté. Euh, C'était quelque chose qui me passionnait depuis pas mal de temps. La première entreprise que j'avais essayé de reprendre, c'était quand j'étais chez McKinsey. Ça n'avait pas fonctionné. Et ensuite, en étant chez Appiver avec César Augier, on a repris J&J, qui est aussi accompagné On a la chance d'accompagner. par Volt, puis Ludigo, puis voilà, j'en suis quelque chose de grand saut et j'ai sauté pour me dédier à cela. Et effectivement, on a repris la filiale française de Tupperware il y a un tout petit peu plus d'1 an. Euh, Tupperware, donc c'est un grand groupe qui faisait en 2020 4 milliards de chiffres, qui était coté en bourse à New York, qui faisait 450 millions d'euros de chiffre d'affaires sur toute l'Europe. Et le Covid, en fait, le gros modèle de vente, on connaît tous, c'est les ventes à domicile, c'est les rayons Tupperware. En fait, c'est un groupe qui gagnait énormément d'argent. Donc, en fait, il y avait des salariés qui étaient trop bien payés, avec beaucoup d'avantages, de frais, etc. Et le Covid a beaucoup impacté le modèle de vente, plus la concurrence, plus les changements de consommation, qui ont fait que globalement, le chiffre d'affaires a été divisé par 2 en 4 ans. Et la baisse de coûts n'a pas suivi. Donc, le groupe s'est retrouvé en faillite au niveau mondial à New York, dans ce qu'on appelle Chapter 11 aux US, et il a été racheté en asset deal. En fait, en entreprise en difficulté, soit on rachète des actions, soit on rachète des actifs. En fait, c'est les assets qui ont été rachetés par un fonds de créanciers américain qui a racheté à ce moment-là la marque et les shares, parce que c'est un groupe, les shares des 8 plus gros pays au monde. Donc c'était le Canada, les États-Unis, le Mexique, le Brésil, l'Inde, la Chine et la Corée. En bon fonds américain, ils se sont dit l'Europe c'est trop compliqué, c'est de réglementations différentes, il y a certains pays on ne comprend pas. Donc ils ont laissé toute l'Europe avec 250 millions d'euros de passifs partir en liquidation. Toutes les entreprises européennes sont parties en liquidation, sauf l'entreprise française. Parce qu'en France, il y a une procédure, elle s'appelle la procédure de sauvegarde, qui empêche de bloquer la trésorerie, qui avait été mise en place par le management quelques mois avant la mise en Chapter 11 du groupe. Et donc, la trésorerie avait été bloquée et l'entreprise française était à l'arrêt économique. Donc, il n'y avait plus de marque, il n'y avait plus d'activité. Pour autant, elle perdurait. Et c'est là où donc, l'administratrice française, donc, qui était en charge de dossier, s'est dit en fait que l'entreprise elle va partir en liquidation, il n'y a plus de chance. Donc, elle a programmé une audience de mise en liquidation en disant est-ce qu'il y a des repreneurs potentiels. Et c'est comme ça qu'on l'a vu. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que la société française appartenait à la filiale, c'était un plat de spaghetti, à la filiale belge. Donc en fait, j'ai été au tribunal belge racheter la société française. Je suis revenu en France au tribunal français en disant c'est ma société maintenant, arrêtez l'appel d'offres s'il vous plaît. Ce qui est extrêmement déplacé, comme vous pouvez l'imaginer. Et on a donc ça s'est arrêté. On a convaincu de renouveler la période d'observation de 6 mois de sauvegarde. Et en parallèle, on a réussi à tout relancer. Tout relancer, c'était vraiment de la restructuration. Parce qu'en fait, on a pris l'entreprise, donc on avait la licence de la marque, initialement pour 5 pays européens. Nous, on n'avait plus d'outils en stock. Et donc, on a dû reconstruire tout le modèle opérationnel derrière. Donc, le RP, la gestion de stock, racheter du stock auprès des anciennes usines de Tupperware, etc. Et relancer avec convaincre les vendeuses de travailler avec nous. Ce qu'on a bien fait. Mais la fonction de l'entreprise reste la même? Alors la fonction, on vend toujours des Tupperware. Les Tupperware ont évolué. Donc il y a toujours des boîtes en plastique. Et parce qu'en fait, il y a toujours beaucoup de gens qui veulent des boîtes en plastique. Pas trop en France, mais beaucoup typiquement en Allemagne, où il y a une connaissance des différents types de plastique qui est plus poussée. Donc en fait, les gens vont acheter Tupperware parce que c'est plus qualitatif que les boîtes bas de gamme. Mais on a aussi du verre, des accessoires culinaires. Il y a plus de 200 produits différents. Et qui sont distribués. Donc maintenant, il y a 3 canaux. Il y a toujours les ventes à domicile, sauf que maintenant, elles sont digitalisées. Quand on a racheté l'entreprise, c'était encore des bons de commande papier. Maintenant, c'est des applications de vente. On peut payer directement dessus. C'est le stock et c'est livré partout. Et ensuite, on fait du retail, donc tout ce qui est grande distribution, et du e-commerce avec tupperware.fr, tupperware.de, etc. Merci. Alors, deuxième question pour toi, Cédric. Donc, on parle de reprise. On parle aussi d'entrepreneuriat.
et on voudrait comprendre en quoi la reprise est-elle un mode d'entrepreneuriat particulier. Et pour ceux qui connaissent pas cet acronyme, et il y aura plein d'acronymes ce soir, vous inquiétez pas. Et le premier s'appelle ETA, Entrepreneurship through Acquisition. Ça veut dire c'est l'acte entrepreneurial qui consiste à reprendre une entreprise. Alors évidemment, on comprend pas tellement où est le problème. On a l'impression que c'est évident, mais parce que reprendre une entreprise avant, c'était pas de l'entrepreneuriat. Enfin voilà, tu peux nous expliquer? Ouais. Alors entreprendre, c'est reprendre, c'est entreprendre. C'est juste une manière différente. En fait, en fait, elle devient particulièrement intéressante en ce moment pour deux raisons. Il y a un sujet macroéconomique qui est juste avec le papy boom. En fait, il y a beaucoup d'entreprises à reprendre mécaniquement. Et de part, il y a un sujet d'optimisation dans toutes ces entreprises. Mais avec l'intelligence artificielle, les SaaS, etc., il y a énormément de leviers pour faire évoluer en fait les modes de fonctionnement. Et soit elle est beaucoup plus agressive sur la partie commerciale, soit beaucoup baisser les coûts et du coup des bonnes opportunités. Ce qui fait que ça revient de plus en plus à la mode, autant en Europe qu'aux États-Unis. Et alors avant, c'était quoi la méthode de reprise normale? Alors, ça a toujours existé la reprise, entre guillemets, la reprise d'entreprise. Ce qui se passe, c'est que auparavant, surtout sur les 10 dernières années, on a beaucoup parlé de start-up parce qu'il y avait un écosystème start-up qui s'est construit très vite avec beaucoup de financement. C'est juste que malheureusement, le financement start-up, il a diminué et l'argent, on va dire, est plus dur à lever. Il y a aussi moins d'opportunités que ce qu'on a eu sur les années 2015 à 2020. Ce qui fait qu'aujourd'hui, comme en parallèle, il y a de plus en plus d'opportunités de reprise, il y a là un changement de projecteur qui est beaucoup plus sur la partie reprise. D'accord. Il y a encore 10 ans, on disait tous les gens qui voulaient racheter des boîtes se plaignaient un petit peu, c'est dans mon souvenir, qu'il n'y en avait pas beaucoup en fait. Enfin, les bonnes opportunités étaient pas si fréquentes. C'est-à-dire de dire que grâce au papy boom, ça a changé et qu'il y a beaucoup de cibles. Ouais, et donc ça. Les prix... Alors, en ce moment, il y a énormément d'opportunités, autant en in-bonus, donc des entreprises qui vont bien, qu'en difficulté, ou malheureusement, avec la situation actuelle, il y a énormément d'entreprises en difficulté qui sont, on va dire, disponibles. Et après, je pense qu'il y a aussi un sujet, c'est justement d'éducation du marché, c'est ce qui est très bien avec tout le mouvement qu'il y a aujourd'hui, l'enjeu, c'est que les cédants aussi aient conscience qu'ils doivent commencer à préparer la vente. Historiquement, ils commencent trop tard à le préparer et d'aller, il y a quand même besoin de formation, d'accompagnement, de prévention, donc d'état financier. Enfin, en fait, il y a besoin de travail amont qui est important et pareil de formation du cédant sur à quel prix il est prêt il peut céder l'entreprise, comment, parce que la plupart des gens ne peuvent pas payer cash en fait le prix que le cédant d'eux. Et donc, il y a des sujets de crédit vendeur, etc. Mais en fait, quand la personne elle découle ça trop tard, elle va dire non et ça va complexifier. Et donc, il y a tout ce sujet justement d'accompagnement avant la vente que font typiquement les CCI, que pas mal de gens essayent de faire pour les préparer à l'acte. Très bien. Serge, on en vient à toi. Donc, quand on reprend une entreprise, il y a une opération très compliquée qui consiste à déterminer sa valeur. C'est un peu ton expertise. Est-ce que la valeur d'une entreprise, c'est ces chiffres, les chiffres que l'on voit au moment de la reprise, qu'on a sous les yeux? C'est la valeur de son potentiel, en tout cas l'idée qu'on s'en fait. Voilà, là il y a la valeur de levée, la valeur de marché. Voilà, on s'y retrouve pas. Comment on peut circuler entre toutes ces valeurs? D'abord, pour répondre à ta question, Stéphane, il faut préciser ce qu'on va faire. En fait, Cédric va parler beaucoup de la reprise d'entreprise. Et souvent, ce sont des entreprises en difficulté qui sont des cibles assez captives et que on va reprendre au tribunal. Et nous, notre pratique est peu de restructuring. Nous, on a une pratique de M&A. Et donc, c'est plutôt la cession des fameuses entreprises in boni, la cession de la part d'un start-upper, la cession de la part d'un entrepreneur, la cession de la part d'un vieux dirigeant qui doit aujourd'hui décider de céder sa boîte. Et moi, je parle plutôt de cette partie-là. Et pour répondre à ta question, historiquement, ou en tous les cas, l'expérience me montre que le passé et les chiffres de la société servent à rassurer, à expliquer le parcours qu'a eu ta boîte, mais ne va pas servir à valoriser ta société. Et ce que je vous dis est très compliqué parce que
enfin, je sais pas si c'est très compliqué, mais c'est surtout très déceptif pour des entrepreneurs. Et on sait que Bold a beaucoup, ou accompagne beaucoup de startups, accompagne aussi beaucoup de PME, mais en tout cas, par rapport à la pratique start-upper, c'est très très compliqué, c'est même déceptif pour les entrepreneurs, parce que souvent les entrepreneurs survalorisent l'aventure qu'ils ont eue, et donc le bijou qu'ils ont entre les mains de leur point de vue. Et tout à coup, eh bien, on vient leur expliquer que tout le passé est utile, et il doit être confirmé lors de l'audit, mais est utile, mais, euh, mais il ne va pas servir à fixer le prix et à la valorisation de la boîte. Un acheteur achète des profits futurs, il n'achète pas des profits passés. Et donc, c'est là la grande difficulté. Et donc, le passé sert à rassurer, mais en aucun cas, le passé va servir à valoriser. C'est véritablement la capacité à réaliser les profits futurs qui va fixer la valorisation. Alors, et souvent d'ailleurs, on a envie d'en savoir plus. Comment alors? Je ne sais pas comment te dire comment. Enfin, je n'ai pas de réponse au comment, mais tout ce que je peux te dire, c'est que, par exemple, des modèles récurrents, un peu comme d'ailleurs celui que Bold a développé, et c'est un peu l'objectif, sont très rassurants et vont permettre de fixer des valorisations et des multiples assez forts, parce qu'ils apportent une prévisibilité au résultat qui va être ou au profit qui va être réalisé. Et donc je n'ai pas de méthode de calcul à te donner, mais par contre voilà, je peux te dire que si on arrive à projeter facilement un profit futur et qu'on peut le garantir, ça renforce fortement la valorisation. D'accord. Donc il y a un moment en général difficile à passer pour le vendeur, et puis ensuite le réalisme fait sa place. Alors Cédric, donc tu as repris Top Award France il y a 1 an. Combien l'as-tu payé, et est-ce que tu peux nous décomposer le prix, l'expliquer, Alors, nous, c'est pas pareil, parce que, nous, c'est en difficulté. Donc, l'équation est souvent différente. C'est quand même beaucoup ce que les gens sont prêts à acheter et ce qu'on fait vendre. Et nous, pour le coup, nous, l'entreprise, on a acheté, il y avait 20 millions d'euros de dettes. C'est les 20 millions d'euros de dettes. On était assez proche d'une audience, on voulait la mettre en liquidation. Donc, en fait, on a acheté assez peu cher. On a acheté quelques centaines de milliers d'euros. Et c'était un DCF qui correspondait à une projection future des biens qui prenait en compte les 20 millions d'euros de dette et le risque en tant que liquidation qui était à l'époque quand même franchement hyper élevé. Ouais. Et alors tu projettes, quand tu te projettes dans les 5 ans qui viennent, ce serait quoi la réponse à la même question? Combien elle vaut? Ah bah maintenant elle vaut cher. C'est parce qu'on a fait notre boulot et maintenant on est sur une entreprise qui est lors de cette année on est à l'ordre de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est lors de 10% de marge, donc on est sur une entreprise qui a toujours des risques, et notamment des risques macro du fait que typiquement nous aujourd'hui on a encore beaucoup de stocks qui viennent des anciennes usines européennes, mais globalement maintenant le stock qu'on achète il vient d'usines qui sont en Inde et en Chine, et en ce moment les voitures qui gagnent 20 des Chine, ils sont un peu décalés, il y a quelques impacts avec le contexte qui fait que on est impacté par le fait, mais que globalement on est sur une situation qui est assez saine par rapport à ce qu'on était il y a 1 an. Ok. Très bien. Alors, le prix, alors donc c'est moins amusant, en quelque sorte, de parler de négociation pour une boîte en difficulté. Donc parlons d'une boîte qui n'est pas en difficulté maintenant. On négocie le prix. Et alors là, comment on fait varier, comment on défend ses intérêts, comment ne pas aller trop loin, voilà. Serge. Je vais te répondre à comment on fait varier le prix, parce que c'est un élément assez intéressant. En fait, le prix dans un M&A classique va varier à la baisse facilement. Lorsque dans le cadre de la due diligence, les cadavres vont ressortir, ou les problématiques vont être spotées par les équipes du vendeur. Et de fait, ça a un impact immédiat. C'est-à-dire que dès que dans le cadre de l'audit ou de la due diligence, on se rend compte que il y a des procès en cours, qu'il y a un endettement qu'on n'avait pas véritablement perçu, ou
par exemple, des clauses de changement de contrôle dans les contrats types des sociétés. Et croyez-moi, et si vous avez des entreprises, regardez bien parce qu'il y en a beaucoup, et notamment les corporates nous mettent énormément, nous imposent énormément ce type de clause. De fait, la valeur va nécessairement être baissée parce que ça a un impact. À la hausse, c'est plus compliqué. C'est rarement vu et je dirais que je n'ai qu'un seul exemple qui me vient. Il me vient parce que je te vois, Baptiste, dans le public et que on se connaît et que ton passé me rappelle une histoire. Je pense que le seul moyen de faire fluctuer à la hausse un prix, c'est de mettre en compétition des acheteurs. Et je n'en vois pas d'autres en réalité. Et en fait, c'est marrant parce que un vieux système du lièvre, et donc d'avoir quelqu'un qui fait le lièvre, est vraiment le meilleur système pour pouvoir espérer revendre ou d'ailleurs on pourrait le dire parce que c'est l'exemple m'est venu concerné une levée de fonds, mais pareil pour une valorisation d'une levée de fonds, mais en fait elle grandit facilement quand il y a une pluralité d'investisseurs potentiels. Et donc c'est ce qui me vient. Je vois pas d'autre solution pour augmenter un prix que de mettre en compétition des acheteurs. Alors restons sur les vices cachés parce que c'est assez marrant en fait. Dans le monde réel, par exemple, on voit que les arnaques téléphoniques se multiplient, s'améliorent en permanence, et dès qu'on en a levé une, il y en a une autre qui apparaît, etc. Donc ma question c'est les vices cachés dont tu parles. C'est quoi les derniers qui sont sortis en quelque sorte? C'est quoi le truc le plus invisible, le plus difficile à déceler? Je vais être très catégorique. Rien n'est difficile à déceler. Il faut savoir qu'en M&A, alors pour des entrepreneurs, en levée de fonds, il y a différentes étapes et on va avoir des audits qui vont être parfois des audits red flag, des audits assez légers ou plus ou moins poussés. Quand on vend sa boîte, il n'y a pas d'audit plus ou moins poussé. Il y a un audit qui est réalisé par le vendeur, qui vient avec un bataillon de conseils et qui vont ouvrir le capot et dépecer intégralement le véhicule. Pardon ? Non. Et qui vont intégralement dépecer le véhicule et vont tout trouver. C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre que dans le cadre d'une vente, il y a un audit juridique, il y a un audit comptable, il y a un audit financier, il y a un audit technique, et de fait, la boîte est à nu devant un vendeur. Et donc la difficulté, c'est on a beaucoup discuté tous les deux, et tu es intéressé par ma société. Je t'ai expliqué à quel point c'était tout marchait parfaitement bien et tout était bien, mais le plus important est que l'audit confirme exactement ce que j'ai pu te déclarer, parce que sinon la confiance entre l'acheteur et le vendeur va être compliquée. Et parfois, il surviennent des choses assez inattendues. En réalité, la problématique, c'est que il faut comprendre que les cadavres qui peuvent sortir sont des cadavres qui peuvent être très anciens, des déclarations fiscales mal faites, des bilans qui ne reflètent pas des réalités. Et ça, le dirigeant a très peu de prise en réalité là-dessus. Mais oui, c'est peu de choses On ne peut pas cacher grand-chose en fait. Non, il y a pas Au cinéma, dans les films, il y a toujours quelque chose de caché qui fait exploser le deal. Bien sûr. Ce qui peut faire exploser le deal, c'est globalement pour la revente, il y a un litige en cours avec un salarié. Pour la revente, on est allé transiger, on est allé se rapprocher, et on veut vite l'évacuer pour qu'il n'y ait pas de difficulté. Et tout à coup, il y a un revirement du salarié et la transaction ne se fait pas. Ce risque-là va impacter et la confiance et la valeur de la société. Et je vois pas de vrais vices cachés. Il y a des choses qui, dans le temps, peuvent se révéler. Encore une fois, un contrôle fiscal 2 ans ou 1 an après la vente, et tout à coup un redressement sur quelque chose qui a eu lieu 3 ans auparavant, peut être assimilé à un vice caché que tu décris. Mais pour le reste, sur la consistance de la boîte, en général, vraiment, aujourd'hui, les moyens sont mis en œuvre pour que tout soit révélé et tout soit examiné. Tant mieux, on est rassuré. Cédric, alors toi, ton expérience avec, par exemple, Tupperware,
Est-ce qu'il y avait des vis cachées? Est-ce que le moteur était nickel ou il y a eu des problèmes? Alors, juste en complément sur ça, il y a aussi un sujet, c'est la gap après dans une transaction. Bien sûr. Mais en fait, même s'il y a des vis, en fait, le rôle, c'est le repreneur, le repreneur peut se retourner contre Bien sûr, bien sûr. le cédant et du coup aller chercher les montants qui ont été mis en suspens. Et en difficulté, c'est assez différent. En fait, la principale raison, c'est que un process de M&A en in-boni, ça dure 8 mois, parfois 12, voire 18. En restructuring, souvent, en moyenne, c'est 1 mois, tout compris, avec le temps de faire un avis de est-ce qu'on y va ou pas. Ce qui fait que, et au-delà de ça, c'est pas une vente, c'est une vente judiciaire. Et en fait, une vente judiciaire fait qu'il n'y a pas de gap. En fait, c'est le repreneur qui est responsable de tout ce qu'il n'a pas vu. Et c'est lui qui, à la fin, a décidé d'acheter, donc s'il a acheté, il est responsable. Mais tu montes il y a des équipes d'éditeurs qui vont. Alors, il y a, et en fait, typiquement, quand un grand groupe fait un rachat comme ça, déjà, il le fait assez rarement. Et quand il le fait, il va prendre un cabinet qui va faire en urgence beaucoup de due diligence en parallèle. Nous, on peut pas, et on fait trop de dossiers en parallèle pour être capable de le faire. Pour autant, c'est toujours les mêmes sujets qu'on regarde. C'est typiquement ce qu'on appelle les CRP, les clauses de réserve de propriété. Il y a quand même de sujets assez spécifiques à aller chercher. Et après, malheureusement, dans les entreprises en difficulté, il y a quand même beaucoup de loups. Et quasiment à chaque fois, il y a des trucs sous le capot qu'on découvre après. Nous, ce qui nous aide beaucoup maintenant, pour le coup, c'est l'IA. Mais on gagne énormément de temps dans les due deals en fait, en faisant des checks grâce typiquement à Claude Anthropic. Typiquement, là, un des dossiers que je fais en ce moment, comme j'avais des doutes, en fait, j'ai mis à la fin, je dois demander les fichiers d'écriture comptable qui sont des fichiers un peu, c'est la matière brute de ce qui est sorti du compte bancaire pour vérifier et comparer au bilan. Et en fait, juste donner ces fichiers à Claude et à lui faire comparer avec le BP, en fait, tout de suite, on spot des écarts et ça permet d'aller chercher des bons sujets. Et c'est des choses que avant on pouvait pas faire, quasiment pas parce qu'on a beaucoup trop de temps. Et maintenant, pour le coup, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour, comme en amont, identifier les loups, même si à la fin, les loups ils disent faut y aller ou pas y aller, mais si on y va, on reste responsable de ce qu'on prend. Formidable. Il y a encore une question avant que la salle ne soit mise à contribution. Jusqu'à maintenant, on a parlé de tout ce qui se passe avant le deal. Maintenant, après le deal. On pourrait croire, on est heureux et on se met au travail. Mais il peut y avoir des difficultés graves, des problèmes, voilà. Quelles sont les principales choses à se souvenir pour ce qui se passe après le deal? Nous, en fait, à chaque fois, c'est un peu un sprint compliqué le deal, mais après, c'est un marathon aussi qui commence. Et pour le coup, moi, j'ai fait que des entreprises en difficulté. Et pour le coup, à chaque fois, quand on a pris une boîte, on n'était pas sûr que ça marche. Et typiquement, à Tupperware, quand on l'a pris, franchement, on n'était pas sûr qu'un an plus tard, on soit encore là et que ça tourne. Il y avait quand même beaucoup de risques. Et après, c'est une question en fait, d'aller très vite et de toute façon, on a que 24 heures dans une journée. Donc, en fait, il faut prioriser les sujets qui sont que sur le feu et aller droit au but pour essayer que ça fonctionne. Mais globalement, le challenge il est plus sur l'après que sur l'avant. Une question de Béotien, quand on rachète de Power France, Cédric, on met son propre argent ou on joue avec que l'argent des autres? Non, Tupperware, on a fait que sur fonds propres. En fait, sur le marché de l'entreprise en difficulté, il y a quasiment, en fait, comme les processus de décision sont très rapides, c'est quasiment impossible d'investir l'argent des autres. Il y a quelques personnes qui le font de manière dans notre réseau, etc. On peut le faire, mais globalement quand même, les acteurs qui sont positionnés, ils sont quasiment tous à son propre, parce que en fait, voilà, en process à la barre, au tribunal, ça dure 1 mois, et en 1 mois, il faut déjà se faire une conviction d'y aller, et c'est toujours une conviction risquée. Donc si en plus derrière il faut les convaincre des gens des banquiers pendant des jours. Banquiers c'est même pas, malheureusement tant qu'il n'y a pas plusieurs bilans qui sont positifs, c'est même pas, la porte est fermée. Après mais même des investisseurs extérieurs en dehors de ceux qui nous connaissent très bien et qui nous font confiance, mais c'est plus ils investissent parce qu'ils nous font confiance. Sinon c'est quasiment impossible de trouver de l'argent à l'extérieur.
Ok. Mais il y en a moins besoin parce que c'est des entreprises qui Coûte pas cher. coûtent pas cher. Ok. Merci. Eh ben, T'as le temps pour d'autres questions. on a encore le temps d'autres questions. Ah oui, oui. Juste moi, je voudrais, je me C'est permets vrai. sur la partie session M&A, parce que de mon point de vue, la clé est le poste deal. C'est difficile de se mettre d'accord avec un acheteur quand on est vendeur. C'est difficile de trouver déjà son acheteur. C'est difficile de négocier avec son acheteur. C'est surtout très très long. Et le pire, c'est que ça n'est rien par rapport à la difficulté du post closing et du post acquisition. Il faut savoir qu'à peu près 70-75% des opérations de M&A capotent sur des problématiques d'intégration par la suite. En fait, c'est très simple. C'est véritablement un choc culturel en réalité. Donc, on a une boîte qui acquiert une société qui a eu un mode de fonctionnement extrêmement défini et souvent très processé. Et tout à coup, il va falloir intégrer les équipes des uns et des autres, faire fonctionner les équipes des uns et des autres, continuer à s'occuper des clients pendant un temps de bouleversement quand même très 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 lourd, garder les personnes clés de la société qu'on a acquis. C'est pas simple, et c'est d'autant moins simple que culturellement, il y a une autre problématique, c'est que on se retrouve lorsqu'on négocie ce type de deal, on se trouve confronté à une alors, c'est générationnel, je vais dire, mais la nouvelle génération négocie peut-être un peu plus normalement les deals, a été un peu plus acculturée à ces problématiques, mais l'ancienne génération a l'habitude ou les corporates souvent, mais peut-être de moins en moins, mais cultive la volonté de gagner la négociation. L'important, c'est de gagner la négociation. L'important, c'est de sortir vainqueur de l'opération. Sans comprendre que le deal, la négo, et que l'opération, c'est 25% du M&A, et que tout va se jouer derrière. Et donc, le rôle d'ailleurs d'un cabinet d'avocats et des conseils en général, c'est non pas d'essayer de gagner la négociation. On a beau l'expliquer en général aux avocats de l'acheteur, c'est toujours un tout petit peu compliqué, mais l'objectif, c'est de faire un deal équilibré, un deal qui marche, un deal qui ne crée pas de frustration. Parce que intégrer des équipes par la suite à qui on a imposé des conditions extrêmement complexes ou alors qu'on a créé une frustration extrêmement grande auprès des dirigeants qui vendent leur société, ou même auprès des équipes, parce que souvent les équipes sont concernées, ça aboutit à un marasme qui va suivre extrêmement compliqué. Et donc il y a un choc culturel, et nous on est là pour essayer d'expliquer que l'objectif c'est pas de gagner le deal et d'être meilleur ou d'imposer des conditions déséquilibrées parce que c'est super d'acheter et d'imposer des choses à des gens, mais plutôt de travailler pour la suite. Et quand on négocie des clauses, mais on en parlera peut-être, qui sont très spécifiques, comme les garanties passives dont tu parlais, comme la clause de earn-out, c'est-à-dire le prix complémentaire sur des KPIs, sur des objectifs de performance qui doivent être menés, ou encore les problématiques qu'ont beaucoup d'entrepreneurs, et je parle des start-upers cette fois-ci, les problématiques de l'historique de leur table de capitalisation, c'est-à-dire que ils ont fait rentrer 2, 3, 4, ou ils ont fait 2, 3, 4, 5 tours d'investissement sans véritablement travailler la question des liquidations préférentielles. C'est les clauses de partage du prix qui font que résiduellement, les dirigeants qui vendent la boîte ne vont avoir que très peu des fruits de la cession, alors qu'ils sont censés vendre et en plus rester dans la boîte et en plus s'impliquer et atteindre des performances. Mais c'est pas très très simple lorsqu'on maîtrise tout cela. Et donc moi je n'ai que deux choses à dire. C'est la première, l'enjeu est après, et la seconde, c'est que lors du deal, il faut absolument réussir à convaincre son acheteur que l'objectif est de faire un deal équilibré qui permet d'être win-win et qui permet une suite la plus équilibrée ou la plus paisible possible. Il y a quand même une contradiction parce que imaginons même que le repreneur soit conscient de la nécessité de respecter l'équation culturelle de la population qui va être absorbée. Imaginons que ce soit le cas.
qu'est-ce qu'il fait? Je veux dire, il est quand même là pour apporter de la rupture, et la plupart du temps, la réduction des coûts. Donc comment, c'est pas un vœu pieux un peu? Alors moi, je crois pas que ce soit un vœu pieux. La réalité, c'est que après, tout marche avec le temps. Et tout marche en respectant les engagements. C'est ça le truc. Un contrat, c'est s'engager, c'est fixer une règle entre nous. Et dès lors qu'on va la respecter, eh bien, ça va fonctionner. Je te donne un exemple et après je passe la parole. Mais la clause de earn out. Donc, je négocie avec mon acheteur un prix complémentaire selon une performance que nous allons atteindre. Quand on négocie une clause de earn-out, qu'on trouve dans quasiment tous les deals de M&A, on peut la négocier telle quelle et se contenter de ça. La logique voudrait de se contenter d'aller un tout petit peu plus loin et aussi de fixer et d'obtenir de son acheteur les garanties de moyens pour pouvoir parvenir à ces résultats. Parce que si je ne négocie que mon prix complémentaire sans veiller à ce que tu respectes bien les budgets que nous avons définis ensemble, si que tu respectes bien la stratégie ou la politique que nous allons pratiquer dans la société, eh bien, on imagine que toi, si tu peux t'affranchir de ce respect, tu as une prise sur la faisabilité ou le côté atteignable ou pas atteignable du earn-out, et ça va créer des conflits complètement fous. Mon conseil, c'est on négocie non seulement le earn-out, mais on négocie surtout les garanties de moyens que l'acheteur va nous donner, qu'il ne va rien changer, qu'il va pas qu'il n'a rien bouleversé, de sorte qu'on soit sûr de pouvoir, en fonction de notre implication, Okay. et dès lors que les choses se passent correctement, il faut que les promesses soient financées. C'est tout. Il faut que les promesses soient et surtout tenues. Tenues en plus, oui, bien sûr. Surtout tenues. Cédric, sur ce point très précis de l'équation culturelle avec les équipes de Top Over France, alors évidemment là c'est une reprise dans une situation de difficulté, donc c'est peut-être pas la même chose, mais quand même. Ouais. Deux choses. Alors sur ce point-là, nous c'était particulier, c'est qu'on était sur un share deal avec Tupperware. Donc on a repris l'ancienne structure, on n'a pas repris juste les actifs, et donc on a repris toutes les équipes vis-à-vis de l'administrateur s'engager à pas effectuer de PSE. Donc on a vraiment Le plan social. De plan social, pardon. Donc on a dû vraiment s'imprégner, on va dire, de la culture Tupperware et de vraiment fonctionner avec les équipes. Ce qui était parfois très challenging, parfois sur d'autres choses très bien, mais c'est tout un sujet. Et pour revenir sur ton point là sur la justesse, moi que je trouve extrêmement important effectivement, parce que je pense que je fais partie de la jeune génération, mais nous vraiment tout personnellement comment je fonctionne, j'essaie que tous les deals que je fais soient justes. Et quand j'ai juste, c'est vis-à-vis de la société, vis-à-vis des uns d'un côté et de l'autre aussi. Et en fait, dès qu'il y a un décalage de soit vis-à-vis de la société ou vis-à-vis de typiquement des acteurs ou des employés ou des cédants, en fait, même si c'est accepté sur le coup, dans tous les cas, ça crée à l'interne, ça crée des tensions et le gain marginal qui a été gagné vaut pas les emmerdes qu'il y a après. Du coup, mieux vaut faire un truc qui est deal et qui est fair où tout le monde est content, quitte à gagner un peu moins. À la fin, la probabilité que le truc fonctionne et que il y ait le cash out X années plus tard est tellement long shot que ça vaut pas le coup d'aller gratter et d'essayer de tirer le plus possible. Mieux vaut faire quelque chose où tout le monde est content et tout le monde trouve ça juste et motivant. C'est clair. Merci. Peut-être qu'on a envie de revenir, c'est un peu le propos de ce soir, de donner des conseils à tous les futurs repreneurs, les futurs cédants aussi. Les erreurs dans la transaction. Donc, on en a listé un certain nombre jusque-là maintenant. Est-ce qu'il y en a d'autres, Serge, qui te viennent à l'esprit? Des choses que tu vois se répéter inlassablement dans la catégorie erreur. La catégorie erreur, il y en a une qui est faite qui est incroyable, qui est que les vendeurs, comme il y a pas mal d'intermédiaires dans les opérations, apprennent donc que leur deal va durer 12 mois ou c'est des opérations au long cours et challenging. L'erreur, c'est de deux sortes. La première chose, c'est l'absence d'anticipation. Donc, je pars en process d'exit et je ne veille pas à avoir une due diligence parfaite
ou à avoir purgé tous les petits problèmes que j'ai dans la société. Et je me retrouve à ouvrir mon capot, tout d'un coup ça s'accélère, et je dois purger, j'ai pas purgé, j'ouvre mon capot, et le simple fait d'ouvrir mon capot avec un cadavre ou avec quelque chose qui n'a pas été purgé va faire que tu vas plutôt fuir quand je vais ouvrir le capot ou quand on va commencer à rentrer dans le dur. Donc mon conseil, c'est évidemment les due diligence, on est prêt presque au day-to-day, je dirais des années auparavant, mais en tous les cas, on commence notre show, on est déjà prêt à ouvrir son capot en due diligence. Et la deuxième chose, parmi les erreurs, au-delà de la due diligence, c'est le bah, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire que ne pas prendre le soin d'aller négocier des clauses essentielles dans leur intégralité, et on l'a vu mais des dizaines de fois ces situations, c'est-à-dire que les deals, on négocie un earn-out, on est très content, on a nos objectifs, tout est fantastique, sans avoir veillé à ce que il y ait une constance dans la politique qui va être menée dans la société. Globalement, il est une erreur dramatique. Merci Serge. Après ce petit exposé, Cédric, toi, dans ta vie de repreneur, donc c'est une dizaine d'années, c'est ça? Ouais, on peut dire ça. D'accord. Est-ce que tu peux nous lister et nous détailler tes 3 plus grosses erreurs? C'est une question dure, ça. Oui, t'es pas forcé de donner le nom d'une boîte, mais tu vois. Bah, si, moi, une erreur, mais que je fais encore, j'en ai conscience, c'est, nous, en fait, on fait beaucoup, enfin, je fais beaucoup en fait, le taux de succès, malheureusement, il est pas élevé en M&A, au métier qu'on fait, et on a toujours un biais, de quand on est rentré, dans un dossier, on veut aller au bout, on veut que ça marche. Et parfois, on perd quand même du temps à pousser le truc, à se dire ça va marcher, pour X ou Y raison à la fin, on sait que ça va pas le faire, mais de quand même pousser pour essayer quand même. Donc, manque de réalisme, quoi. Ouais, en fait, c'est un biais de quand on est dans un projet, que ce soit entrepreneurial ou de rachat. En fait, dès qu'on a investi dedans, on a toujours le biais on veut que ça aille au bout, on veut que ça marche, et c'est un peu le biais des coûts irrécupérables, mais qui globalement fait perdre du temps, de l'argent, etc. Ouais. Donc ça, c'est la première, là. Il en reste 2. Je savais pas que j'allais avoir une remise en question personnelle. Je t'avais dit qu'il y avait une question mystère. Hein. Ce que tu as vu dans ce dossier. Non, mais après, il y a un sujet de justesse aussi. Le fait de pas trop tirer. Je sais que les premières expériences que j'ai eues, parfois on avait tendance à trop tirer et du coup à créer des déséquilibres. En fait, après coup, on regrette. Oui. Enfin, en tout cas, moi que je regrette, et où je vois aujourd'hui vraiment tous les deals qu'on fait, ils sont justes. Il n'y a rien à dire, ça peut être transparent et montrer à tout le monde. Tout est très carré et tout et tout. Et en fait, c'est beaucoup plus simple. Donc il y a ça. Et le troisième, je pense aussi c'est une question, je pense, d'équilibre, mais de très vite, on est quand même très absorbé. On travaille quand même beaucoup. Il y a besoin quand même de toujours réussir à garder un équilibre perso, sport et tout. Ok. Je peux me permettre juste un point, mais je vais rajouter une autre erreur qui me vient à l'esprit. Mais tu dois aussi certainement rencontrer la problématique de tous ces deals, c'est que ça défocus quand même incroyablement les dirigeants qui décident de vendre, quoi. Et donc imaginez rentrer dans un process d'M&A, vous êtes à fond et l'entrepreneur est complètement défocusé, c'est-à-dire qu'il est dans la paperasse jusqu'au cou pendant des mois et des mois et des mois, sans s'occuper de ses équipes, sans s'occuper de son business, sans s'occuper de ses clients. Et donc, et derrière, parce que le M&A, tu te disais, capote quand même souvent, il faut retourner au boulot, et il tombe sur des clients qu'il n'a pas vu depuis un an, une boîte qui a tourné au ralenti, des équipes démotivées, intégralement démotivées, parce que soit il ne les a pas protégés en parlant du M&A qui avançait au day-to-day, petit conseil,
arrêtez de parler avec vos équipes de votre avancée du M&A, mais à un moment, trouvez le bon moment et le juste moment de venir en parler. Mais ça, c'est vraiment une erreur qui est et donc il faut, on part en M&A en étant vendable, en étant prêt à avoir avec une due deal parfaite, et on part en M&A avec des équipes qui sont suffisamment soudées et fortes pour continuer à faire tourner la boîte sans l'absence du dirigeant. Parce que le dirigeant va s'absenter pendant peu ou prou 1 an à faire autre chose que ça. Et, et de la même manière, de pas trop se retrouver en tant que dirigeant biaisé et rentrer dans le fossé trop vite. C'est très dur d'envoyer l'acquéreur à un cabinet d'avocats. Je fais de la pub, en vrai, je pense. En fait, c'est très dur, on a envie de garder la relation. Et en fait, c'est vrai que ça défocus beaucoup. Ça fait qu'on pense qu'à ça. Et en fait, c'est pas les bonnes priorités pour une boîte. Et c'est un métier. Et il y a un enjeu quand même de réussir à trouver le moment où il faut l'externaliser et réussir à un peu externaliser la relation justement M&A avec un conseil. C'est vrai. Mais t'as pas la même chose dans le cadre du Bah nous après, parce que c'est plus bref en fait, c'est plus nous, plus non, immédiat. après coup si, Ah oui, c'est c'est le sûr. sujet qu'on a. Et si, mais pas quand l'entreprise est saine. Mais ce que tu nous expliquais, je me permets, ce que tu nous expliquais parce qu'on discutait tout à l'heure avec Cédric et moi j'ai été frappé par alors ça me dérange pas que c'est des avocats restructuring donc mais c'est vrai que tu nous as dit que et ça c'est vraiment intéressant que très rapidement tu t'es mis à maîtriser ce type d'opération de telle sorte que les avocats étaient presque plus indispensables ou utiles pour toi dans ce type d'opération. Ouais, bah, ça c'est vrai que pour le coup, mais parce que le restructuring pour le coup c'est un monde à part et il faut connaître le droit. Mais maintenant je fais plus appel à des cabinets, à des avocats quand on dépose un dossier, mais parce qu'en fait on en a fait, je pense que j'ai dû faire au moins une trentaine de projets. En fait, c'est toujours les mêmes articles du code. On sait toujours ce qu'on peut demander et ce qu'on peut pas demander. On sait toujours ce que l'administrateur va pas vouloir accepter, qu'on va quand même demander. Et en fait, on va assez vite à ce qu'on veut et on sait ce qu'on peut pousser, ce qu'ils peuvent dire, ce à quoi ils vont dire non, mais qu'on demande quand même. Et oui, pour le coup, on fait pas. Mais je pense que moi, la particularité, c'est que pour le coup, je suis très axé deal dans mon travail au quotidien, autant dans les sociétés que du coup où j'ai acheté, où j'ai participé à acquérir, et où du coup on a fait du build-up, où on fait en ce moment le build-up, où on fait partie des processus de vente, ou les prochaines, où en fait en turnaround, dès qu'on est sur des grosses entreprises, en fait des petites entreprises, comme les premières qu'on a achetées, c'est assez facile parce que c'est assez peu compétitif. Dès qu'on est sur des grosses boîtes, c'est assez compétitif. Et du coup, en fait, le taux de succès, mathématiquement, il diminue. Et du coup, en fait, mathématiquement, il faut se mettre à faire beaucoup de dossiers pour réussir à enlever. Stéphane, merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Merci Stéphane de t'être prêté au Merci, jeu. Serge. Cédric, ravi d'avoir pu t'entendre Ouais, merci à toi. et de présenter ça devant tout le monde.